dorsale de l'Europe centrale, les Alpes suisses s'élèvent comme un mur de pierre, de glace et de silence. Sur ces sommets, où l'altitude dépasse les 4000 mètres, la neige reste toute l'année. En contrebas, de profondes vallées canalisent les rivières d'eau de fonte à travers des forêts denses, des collines escarpées et des plaines parsemées de lacs. La verticalité du terrain définit chaque recoin de cet écosystème. Ce qui semble inerte change en réalité constamment avec la saison, le climat et l'altitude. Pendant des millions d'années, les glaciations successives ont façonné cette région. Elles ont avancé et reculé, sculptant des montagnes, creusant des canyons et laissant derrière elles un paysage fragmenté où la vie a appris à supporter la glace, l'altitude et la rareté. Aujourd'hui, dans cet environnement hostile, survivent des espèces qui ont fait de l'adaptation leur seule stratégie. Plus de 200 variétés d'oiseaux, des dizaines de mammifères et de reptiles et des centaines d'invertébrés. Chaque forme de vie réagit précisément à un environnement marqué par le froid, l'altitude et la pente. Des bouquetins qui défient les murs verticaux avec une précision presque impossible, posant leurs sabots dans de minuscules fissures où aucune autre espèce ne pourrait tenir. À proximité, des aigles royaux planent au-dessus des pentes abruptes, toujours attentifs à la moindre négligence. Dans ce paysage brisé par la glace et le temps, chaque espèce s'accroche à ses propres ressources. Sabots, ailes, camouflage, vitesse, endurance. Mais même ici, où tout semble trop dur pour cacher quoi que ce soit, le risque ne disparaît pas. Parmi les buissons bas se déplace le renard, un opportuniste patient qui traque sans hâte et se cache avec la même habileté. Plus haut, là où la roche cède la place aux sapins et aux hêtres, vit le loup. Il ne chasse pas seul. Il noue des alliances, tisse des liens de fraternité et partage l'effort. À ces hauteurs, la survie ne dépend pas toujours de la force, mais des liens. Ainsi commence ce voyage à travers les Alpes suisses, une terre où le froid, l'altitude et le temps ont sculpté un monde fermé, exigeant et brutalement beau. Là-haut dans les Alpes suisses, là où l'air est rare et où la roche recouvre tout, la nuit tombe soudainement, balayée par une tempête féroce. L'eau ne tombe pas, elle s'écrase, poussée par un vent implacable. À plus de 3000 mètres d'altitude, sur ces crêtes exposées où les arbres sont inexistants et la protection naturelle minimale, le déluge transforme les sentiers en rivières en pente. Le grondement du tonnerre résonne à travers les montagnes, rebondissant d'un sommet à l'autre. Dans ce scénario brutal, les créatures ont commencé à se retirer, anticipant la tempête. Sous terre, les marmottes étaient tombées dans la torpeur depuis plusieurs jours. En contrebas, les renards descendent prudemment, cherchant refuge parmi les arbres. Et dans les vallées, les cerfs se rassemblent en silence, blottis les uns contre les autres par la peur et la pluie. Mais à ces hauteurs accidentées, où seuls les plus endurcis s'aventurent, certains spécimens se déplacent encore. Un groupe de bouquetins avance lentement sur une pente humide. Leurs ombres denses se détachent sur le gris de la pierre. Ils grimpent avec une concentration qui frise le rituel, le vent leur fouette le dos, la pluie leur coule sur le visage. Mais ils ne quittent jamais la ligne d'ascension. Parmi eux, une femelle dirige le groupe. Autour d'eux, d'autres adultes et plusieurs jeunes progénitures avancent avec assurance, se déplaçant avec l'habileté que donne l'expérience sur ces bords abrupts. Grimper à cette heure-ci n'est ni un caprice, ni une simple quête d'abri. C'est un voyage planifié. Même si les falaises sont glissantes, même si chaque pas est un pari contre l'abîme, ils continuent. Et ils le peuvent parce qu'ils sont conçus pour cela. Les sabots du bouquetin sont fendus, formés de 2 lobes flexibles qui s'ouvrent et s'adaptent à chaque fissure, à chaque irrégularité de la roche. À sa base, un coussinet calleux génère des frottements même sur ces surfaces humides. Ce sont des outils vivants, conçus pour adhérer plutôt que pour marcher. Et même si la pluie de ce soir annule une partie de cet avantage, la précision reste étonnante. Ils grimpent avec leur sérénité habituelle, confiants dans la solidité de chaque rebord sous leurs sabots. Mais il n'y a pas de seconde chance. Une seule glissade et leur corps plonge violemment, accélérant de manière incontrôlable jusqu'à s'écraser contre un rocher pointu ou le sol dur et cassant de la falaise.
Mais cette fois, le danger ne les atteint pas. Après une montée persistante, entourée d'eau et de brouillard, ils atteignent ce qu'ils cherchaient, une large corniche protégée par un surplomb rocheux. Au fond, une ouverture sombre, une grotte profonde, creusée il y a des millénaires par la glace. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. C'est un lieu de mémoire, transmis de génération en génération. À l'intérieur, le sol est sec. Le plafond bas coupe le vent. Le groupe s'installe tranquillement. Les jeunes se blottissent contre les adultes. Dehors, la tempête continue. Mais à l'intérieur, la tension se dissipe un instant. Le calme est absolu. Cet effort pour atteindre une grotte n'est ni un accident, ni une exception. Dans l'écosystème alpin, où les saisons se succèdent avec une intensité disproportionnée, savoir où aller est aussi vital que savoir comment se déplacer. Cette cavité dans la roche n'est pas une maison permanente, mais c'est un endroit dont le groupe se souvient. En hiver, le soleil brille tôt sur ce versant de la montagne, faisant fondre le givre plus rapidement. Durant les nuits froides, la roche conserve une partie de la chaleur accumulée. Et, plus important encore, il n'existe aucune voie d'accès direct pour les prédateurs terrestres. La seule entrée est celle que le groupe a escaladée. Ici, pour quelques heures, ils sont en sécurité. Aux premières lueurs du jour, la tempête commence à s'apaiser. Le ciel, encore chargé de nuages, montre des taches bleu pâle entre les fissures. La roche scintille, couverte de gouttelettes gelées qui pendent comme des cristaux. Les bouquetins sortent lentement de la grotte, inspectant les lieux. Rien n'est fait sans précaution. Mais le jour a changé, et avec ce changement, le comportement du groupe aussi. Dans la lumière renouvelée, l'apparence de ces femelles se révèle clairement. Leur fourrure est épaisse, d'un brun qui s'assombrit en hiver, comme si la montagne elle-même les recouvrait d'un épais manteau. En été, ce même pelage s'éclaircit en nuances de gris ou de beige clair, leur permettant de se fondre dans la pierre sèche et la lumière intense des mois plus chauds. La mue se fait progressivement, couche après couche, en s'adaptant aux variations d'altitude et de température. Le bouquetin des Alpes est une créature compacte. Son corps est massif et ses proportions sont austères. Ses muscles sont conçus pour la force et le soutien, et non pour la vitesse. Son centre de gravité bas lui permet d'exécuter des virages serrés sur des pentes raides. Ses jambes courtes et puissantes agissent comme des colonnes mobiles, plutôt que comme des membres flexibles. Les femelles, comme celles du groupe, ont des cornes recourbées vers l'arrière, plus petites que celles des mâles, mais également marquées par des anneaux de croissance. Ces anneaux indiquent non seulement l'âge, mais aussi les périodes où l'animal a connu des hivers rigoureux ou des printemps abondants. Le corps est une archive vivante. Dans les Alpes, les bouquetins vivent en groupes stables, composés de femelles et de leurs petits. La structure du groupe n'est pas chaotique, il a ses règles, même si les confrontations sont rarement nécessaires pour les faire respecter. La hiérarchie s'exprime par des gestes minimalistes, une posture, un mouvement, un regard ferme. Les disputes physiques sont rares. L'expérience l'emporte sur la force. La femelle de tête est généralement la plus expérimentée. Elle a enduré plus d'hivers que les autres et sa mémoire conserve des itinéraires, des abris et des signes que seul le temps peut nous apprendre à reconnaître. Cette expérience n'est pas abstraite, elle a sauvé des vies. Quand la météo devenait imprévisible, quand la montagne fermait ses chemins, c'est elle qui savait où se tourner, quand attendre, pourquoi ne pas avancer. C'est pourquoi ses conseils sont incontestés. Personne ne cherche à la remplacer. Nul besoin de s'imposer. Sa présence inspire confiance, et cette confiance suffit à tous pour la suivre. La matinée avance. Le groupe se disperse parmi les rochers, à la recherche de nouvelles pousses et d'endroits sûrs pour se nourrir. Tout se passe avec ce calme apparent que seules les espèces qui ont appris à ne pas se précipiter peuvent atteindre. Mais tous les bouquetins ne vivent pas en communauté. Le mâle, en revanche, mène une vie différente. En dehors de la saison des amours, les mâles restent à l'écart. Ils se rassemblent en groupes dispersés, errant sur les pentes les plus élevées, où la neige met plus de temps à fondre et le silence est presque total. Lorsque l'automne annonce le début de la saison des amours, les mâles descendent dans les vallées à la recherche de femelles. Les affrontements deviennent alors inévitables. Deux mâles s'observent et s'évaluent.
Ils se dressent sur leurs pattes arrière et chargent en avant, percutant la pierre avec une force qui résonne. Le coup est brutal, sec, mais loin d'être chaotique. C'est un rituel mesuré, une danse de force et d'endurance qui peut se répéter pendant des heures. Qu'aucun d'entre eux n'ait été blessé n'est pas une coïncidence. La clé réside dans leur anatomie, conçue pour résister à ces coups sans subir de dommages irréparables. Leurs longues cornes recourbées vers l'arrière ne sont pas de simples armes. Ce sont des structures adaptées pour absorber les impacts. Sa forme canalise la force loin du crâne et l'os frontal renforcé et spongieux agit comme une barrière de confinement. Même le cerveau est protégé. Enveloppé dans de robustes méninges et doté d'un espace suffisant pour absorber les chocs, le cerveau du bouquetin peut résister à des chocs qui, chez tout autre animal, seraient mortels. C'est ainsi que se structurent les hiérarchies. Ce qui compte, ce n'est pas tant qui gagne, mais qui résiste, qui ne recule pas. C'est une mesure de ténacité plutôt que de violence. Lorsque le combat se termine, la femelle choisit le vainqueur en tenant compte à la fois de la force déployée et de la persévérance et de l'endurance démontrée. C'est le moment où la vie est sécurisée et le cycle continue. La gestation dure environ 6 mois. Les petits naissent au début de l'été lorsque les conditions sont plus stables. Ils se développent dans des zones escarpées et inaccessibles où la mère peut les garder hors de portée des grands carnivores comme les loups ou les aigles royaux. Dès leur premier jour de vie, les jeunes bouquetins font preuve d'une surprenante capacité à se déplacer parmi les rochers. Ce n'est pas une compétence acquise, c'est une condition de naissance. Leur régime alimentaire est basé sur une végétation clairsemée mais résiliente. Lichens, mousses, herbes de haute montagne et minuscules fleurs qui fleurissent quelques semaines par an seulement. Le système digestif du bouquetin est conçu pour extraire des nutriments de matière que d'autres herbivores ne pourraient pas extraire. Mâcher des tiges dures et digérer des fibres grossières fait partie de son quotidien. Dans les Alpes suisses, ses ennemis naturels sont rares, mais pas inexistants. Le terrain accidenté et le climat extrême limitent la présence de grands prédateurs, mais la menace reste latente. Au-dessus des plus hauts sommets des Alpes suisses, les nuages se dispersent lentement, révélant des roches humides et des sentiers rendus glissants par la récente tempête. Le groupe se prépare à descendre vers une pente moins raide, où le soleil commence déjà à toucher la surface et où la jeune végétation pousse après les pluies. Les adultes inspectent avec leurs yeux, mesurent les distances et évaluent les pentes. Les jeunes restent tout près, même si certains d'entre eux se précipitent avec un enthousiasme maladroit. Le silence qui les entoure n'est pas une garantie de calme. À ces hauteurs, la vigilance ne cesse jamais. Ils ne sont pas seuls, ils ne le sont jamais. Et ils le savent. Grimper à ces hauteurs n'est pas seulement une stratégie pour accéder aux jeunes pousses ou éviter la neige accumulée. C'est avant tout un moyen de rester hors de portée des prédateurs terrestres. Plus bas, à la lisière de la forêt, lynx et renards suivent d'anciens itinéraires à la recherche de proies faciles. Mais sur ces crêtes, où la roche s'élève sans interruption et où l'air ne retient pas la chaleur, la plupart des chasseurs ne peuvent les suivre. Sauf un. L'un des plus jeunes a été retardé, non pas par négligence, mais par simple choix. Il aperçut une touffe d'herbe tendre entre 2 rochers, à quelques mètres en contrebas du groupe, et décida d'en profiter avant de continuer. Il n'est pas loin des autres, peut-être 30 ou 40 mètres. Mais dans cet environnement, cette distance peut devenir un gouffre. Le vent, qui siffle encore irrégulièrement dans les crevasses des montagnes, est le seul son qui l'accompagne. La pente sur laquelle il se dresse est abrupte. En contrebas, elle s'enfonce dans un ravin abrupt. Les rochers sont encore humides, mais stables. Les montagnes en arrière-plan dessinent un profil unique. Le Cervin se dresse telle une lance figée dans le temps. La scène est silencieuse, trop silencieuse. Puis quelque chose change. D'abord, une ombre traverse la pierre, rapide et oblique. Puis un bruit qui ne vient ni de la roche ni du vent. Un vrombissement aigu, comme le sifflement d'un projectile. Le bébé s'arrête, il lève les yeux au ciel. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il cherche. Mais ce qui arrive n'est pas annoncé 2 fois. Un aigle royal plane au-dessus. Il est là depuis quelques minutes, suivant le groupe à distance, évaluant, attendant. Maintenant qu'un membre du groupe a été isolé, il est temps d'agir. D'une hauteur moyenne, l'aigle replie ses ailes et plonge. La trajectoire est droite, sans interruption. Serre déployée, corps tendu.
En moins de 3 secondes, l'impact est immédiat. Il ne vise pas le cou ni les cornes naissantes. Il se concentre sur le flanc où il peut exercer une pression et déstabiliser. Le coup est précis. La proie vacille et tournoie. L'aigle ne parvient pas à la retenir fermement. Son poids et le terrain l'y empêchent, mais l'espace d'un instant, il la soulève. Un geste surnaturel, le corps du bouquetin soulevé du sol par des ailes impitoyables. Mais ce n'est qu'un instant. La prise lâche et le bébé tombe. D'abord, il glisse sur le rocher, puis il tombe. Son corps heurte un rebord, rebondit et continue sa descente. La vitesse augmente à chaque mètre. Il est perdu parmi les rochers, écrasé par la dureté implacable de la montagne. D'en haut, l'aigle plane quelques secondes, décrivant de l'encercle. Il observe patiemment, confirmant l'absence de mouvement. Il ne vole pas à la hâte, son vol n'est pas précipité. Il atteint un rebord proche, atterrit fermement et observe. Sa tête bouge à peine, analysée, puis approchée. L'aigle se pose à côté du corps du bouquetin. Sans hésitation, il commence calmement à se nourrir. À l'aide de son bec et de ses griffes, il sépare la viande fraîche tout en laissant intactes les parties non comestibles. Chaque mouvement est précis et mesuré, résultat d'années d'instinct et d'expérience. Rien n'est emporté, pas un seul morceau vers un autre endroit. Le corps reste étendu sur le rocher, déchiré et marqué par la chute brutale. Le silence revient un instant, rompu seulement par le murmure du vent et l'écho lointain de la tempête qui commence à s'apaiser. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Du haut du ravin, une ombre lente descend. Il s'approche calmement du cadavre que l'oiseau de proie a laissé derrière lui. Ses mouvements sont lents, mesurés, conscient de l'environnement qui l'entoure. Avant de nourrir, inspecter soigneusement la proie, en prêtant attention à chaque portion utilisable. Le vautour fauve, célèbre pour sa résilience infatigable et sa capacité à trouver de la valeur là où d'autres sont passés, ne laisse rien d'utile. Au loin, depuis les hautes corniches, quelques bouquetins observent. Ils ont été témoins de tout, la chute, l'attaque, la mort. Ce qui fut la fin pour certains est pour eux un avertissement silencieux. Personne ne fait de bruit, mais le message persiste. En bas, le vautour reste concentré sur sa tâche. Bientôt, d'autres descendent en spirale, attirés par la même piste. Pas de dispute ni de précipitation. Il y en aura pour tout le monde. Avec une envergure pouvant dépasser 2,5 mètres, ces oiseaux planent sur des kilomètres sans battre des ailes, s'appuyant sur les courants thermiques ascendants qui façonnent l'air au-dessus du terrain accidenté. De ces hauteurs, ils observent en silence. Et lorsque la mort réclame sa place, ils descendent pour remplir leur rôle irremplaçable. Leurs griffes ne sont pas faites pour la chasse. Elles ne déchirent ni ne tuent. Ce sont des outils d'équilibre. Il en va de même pour leur bec courbé, rappelant celui d'un chasseur, mais ils ne blessent pas. Ils se contentent de déchirer et de diviser efficacement ce qui est déjà mort. Contrairement à ses parents africains, qui habitent des plaines ouvertes et chaudes où ils doivent partager la carcasse avec des hyènes, des chacals ou même des lions, le vautour fauve évolue dans un environnement différent. Ce n'est pas la savane qui l'entoure, mais plutôt l'abîme. Il n'atterrit pas sur un terrain plat, mais se perchent plutôt sur des affleurements rocheux, abrupts. Leurs ailes, bien que tout aussi larges, sont conçues pour capter les faibles courants thermiques qui émergent entre les crevasses. Leur vol est plus lent, moins dévastateur, et leur quête de nourriture est plus patiente. Là où leurs cousins africains descendent en masse, formant des groupes bruyants et se disputant la meilleure part, le vautour fauve alpin mange généralement en petits groupes. Il n'a pas besoin de se battre. Il doit simplement attendre. La montagne s'occupe du reste. Beaucoup le voient comme un opportuniste. Une créature qui ne chasse pas, qui ne poursuit pas, qui n'arrive que lorsque d'autres ont déjà fait le plus dur. Un parasite ailé. Une ombre qui se nourrit des efforts d'autrui. Mais cette image, si humaine dans son jugement, ignore l'essentiel. Car le vautour fauve ne se nourrit pas seulement de charogne, il la transforme, il l'élimine. Dans l'écosystème alpin, où la température peut conserver les cadavres pendant des jours, voire des semaines, leur rôle est indispensable. Sans elle, la chair en décomposition devient un terrain propice aux infections. Les bactéries se multiplient, des gaz sont libérés. Les tissus pourrissent sur le sol même où d'autres animaux broutent et se reposent. Et c'est là que le vautour agit comme un agent invisible d'équilibre.
L'estomac du vautour est extrêmement acide, capable de digérer des tissus dans un état avancé de décomposition, des os minces, du cartilage et des tendons. À chaque bouchée, il élimine ce que la montagne ne peut ensevelir, il consume ce que le temps et la neige ne peuvent dissoudre. Autrement dit, il purifie. Et il le fait sans chichi, sans lutte, sans apport de sang neuf, seulement avec de la persévérance. Mais il y a des moments où les charognards n'arrivent pas à temps. Il y a des corps cachés dans des crevasses profondes, sous des rochers instables, entre des plis de terrain que même le vent ne touche pas. Et si la décomposition commence sans témoin, le danger ne meurt pas avec la proie, il commence avec elle. Dans les hauteurs escarpées des Alpes suisses, où la vie défie chaque centimètre de terrain, la mort a aussi sa façon de s'attarder. Lorsque le corps d'un animal tombé se réchauffe au soleil ou reste humide après une tempête, il se transforme lentement en quelque chose d'autre. Les tissus mous sont exposés au travail silencieux des bactéries et en quelques jours seulement, ce qui était autrefois du muscle se transforme en bouillon. La viande commence à émettre des gaz. Le cadavre n'est plus seulement de la viande abandonnée, c'est une bombe biologique. Des bactéries telles que Clostridium perfringens trouvent dans ces restes l'environnement parfait, chaud, humide, sans concurrence. Là, ils libèrent des toxines qui, si elles sont ingérées par un autre animal, les attaquent avec une précision chirurgicale. Elles affectent d'abord le système digestif, elles détruisent la muqueuse intestinale, entravent l'absorption des nutriments et provoquent une nécrose des tissus. Ce qui suit est un effondrement lent et interne, impossible à détecter de l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parfois, cet effondrement commence par une seule morsure. Un renard trouve un cadavre caché et le dévore. Il n'est pas poussé par un odorat aiguisé ou par l'opportunité, mais par le désespoir. Il n'a pas chassé depuis des jours et la faim a émoussé son jugement. Mais à l'intérieur, sans le savoir, il porte désormais une maladie qu'il ne comprend pas. Il ne peut en retracer l'origine. Il ne peut pas blâmer le cadavre. Il sait seulement que quelque chose en lui commence à défaillir. L'animal ne répare pas les dégâts, ni ne tente de s'échapper. Il ne recherche ni racines, ni plantes, ni soulagement. Il s'ensuit une réaction purement physiologique. Le corps réduit ses mouvements, se réfugie à l'ombre et se retire du groupe. Parfois, il mâche de l'herbe machinalement. D'autres fois, il lèche la neige pour calmer sa fièvre. Mais rien de tout cela n'arrête la progression des toxines. Le corps résiste avec le strict minimum, chaleur, réserve, réflexe. Si ceci persiste, il se produit une mort sans violence visible. Un corps qui s'éteint au loin, sans témoin, sans trace de lutte. Et pourtant, certaines maladies ne tuent pas seulement, elles transforment aussi. Elles n'attaquent pas l'estomac, mais le cerveau. La rage, par exemple, transforme un animal en quelque chose d'autre. Un corps soumis à une volonté qu'il ne reconnaît pas comme la sienne. Une morsure suffit. Un bref contact de salive et de sang. À partir de ce moment, le virus commence son avancée brutale. Il pénètre par les nerfs périphériques, remonte lentement par la moelle épinière et, lorsqu'il atteint le cerveau, il le réécrit. Le corps reste le même, mais l'instinct ne lui appartient plus. La rage n'agit pas immédiatement, elle prend du temps. Elle peut durer 1 ou 2 semaines sans symptômes, et puis, sans prévenir, le processus commence. D'abord, une légère agitation. Le renard semble plus alerte, plus sensible au son. Ensuite, les signes s'accumulent. Agitation, perte d'appétit, comportement erratique. L'agression apparaît comme une épidémie, sans raison ni modèle. Le renard mord les objets inanimés, claque dans l'air et émet d'étranges vocalisations. Il commence à perdre l'envie d'approcher des endroits où il ne se serait jamais aventuré auparavant. Ses mouvements deviennent maladroits, comme si chaque patte répondait à une impulsion différente. Sa salivation devient excessive. Sa soif est inextinguible, mais il est incapable de boire. L'eau provoque des spasmes. Sa gorge, paralysée, ne répond plus. La tragédie n'est pas seulement qu'il souffre. La tragédie est qu'il ne peut pas la cacher. Et dans la nature, la faiblesse est visible de loin. Les autres renards l'évitent. Certains l'attaquent. Il perd rapidement sa place dans le groupe et devient un danger pour les piétons. Un corps qui respire encore, mais qui n'appartient plus à la vie. La mort survient par collapsus, inanition, agression extérieure ou simple perturbation neurologique. Aucun traitement n'est possible. Aucune stratégie ne permet d'inverser la tendance.
Ce qui reste, à la fin, c'est un renard couché sur un rocher ou parmi des racines, avec de la mousse séchée au coin du museau et les yeux grands ouverts. Dans les Alpes suisses, où tout semble défini par la majesté de la montagne ou la précision de l'évolution, la maladie est invisible. Elle est informe. Elle ne laisse aucune trace sur la roche, ni aucune marque dans la neige. Pourtant, elle est là. Dans les intestins qui gonflent sans prévenir. Dans les corps qui se cachent lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Dans les morsures qui ne tuent pas, mais sèment. C'est un acteur invisible. Et pourtant, elle a un but. La maladie, à sa manière, sélectionne. Elle purifie. Elle interrompt. Elle restreint. Elle ne respecte ni la force ni l'intelligence. Parfois même pas l'âge. Elle arrive, tout simplement. Tout comme le bouquetin tombe s'il glisse, et le vautour arrive s'il sent le sang, il y a aussi cette autre chute, la chute intérieure. Celle qu'on ne voit pas de loin, celle qui ne suscite ni fuite ni poursuite. Juste un changement silencieux à l'intérieur d'un corps, un signal qui n'arrive pas à temps et une fin sans cérémonie. Dans un écosystème aussi précis que celui des Alpes suisses, même ce qui est invisible, ce qui se dissout dans l'invisible, fait partie de l'équilibre. Les montagnes sont désormais derrière nous, mais le vertige s'est atténué. Le paysage a retrouvé un rythme plus dense. En dessous de 2000 mètres, là où l'épinette rouge se dresse comme une sentinelle végétale, et où le sol est couvert d'aiguilles sèches, de mousse et de racines entrelacées, une autre forme de vie commence. Un endroit plus calme, plus caché. Ici, le vent ne siffle pas entre les crêtes, ni ne se brise en rafales sèches. Il filtre. Il passe entre les hautes branches, se courbe entre les troncs et se dissout dans l'ombre. La lumière arrive fragmentée. La forêt respire à travers les interstices irréguliers de la canopée. L'air est plus humide, plus dense. Et ce qui habite cet endroit n'a pas besoin de courir ou de voler pour le dominer. À peine visible, avec son corps compact et brun foncé, le scolite alpin ne mesure que quelques millimètres. Mais sous le silence des sapins, sa présence est saisissante. On l'appelle typographe en raison des marques qu'il laisse. Une série de tunnels creusés sous l'écorce qui, vus ensemble, ressemblent à un alphabet secret. Ce n'est pas un défaut du bois, mais plutôt un modèle d'invasion. Il ne chasse pas, il ne poursuit pas, il ne fuit pas, il creuse. Un mâle perce la première galerie dans un sapin affaibli. Celui qui a souffert de la sécheresse, de la foudre, d'une maladie ou simplement du passage du temps. De l'intérieur, il émet des phéromones, un signal chimique précis et puissant. En quelques heures, 2, 3 et parfois plus de femelles arrivent, creusant des tunnels latéraux où elles pondront leurs œufs. Là, chaque galerie est une promesse de naissance. À l'éclosion, les larves se nourrissent du phloème, le tissu vivant de l'arbre. Leur progression perturbe la circulation de la sève, et ce qui ne meurt pas immédiatement commence à s'effondrer lentement. Dès leur émergence, les nouveaux adultes se dispersent et cherchent de nouveaux arbres. Si l'été est long et l'hiver doux, le cycle se répète 2, voire 3 fois au cours d'une même saison. Le rythme naturel s'accélère, et ce qui n'était autrefois qu'un dommage localisé se transforme rapidement en véritable épidémie forestière. Le scolite typographe a toujours existé, mais le changement climatique lui a conféré un avantage inattendu. Auparavant, le froid intense de l'hiver alpin réduisait ses effectifs et perturbait sa reproduction. Aujourd'hui, grâce aux températures plus douces, davantage de scolites survivent, davantage de générations naissent et, par conséquent, davantage d'arbres tombent. De l'extérieur, la forêt paraît intacte. Mais regardez bien, écorce fissurée, trous sombres, sciures accumulées à la base du tronc. À l'intérieur, la géométrie de l'effondrement a déjà commencé. Et l'arbre, même s'il est encore debout, est déjà mort à l'intérieur. Contrairement à d'autres insectes, le typographe n'agit pas seul. En masse, il est capable de coordonner ce que l'on appelle des attaques groupées, une invasion synchronisée d'arbres qui, autrement, résisterait. Mais même un sapin en bonne santé peut se rendre à des centaines d'individus en perçant son système de défense, la résine. En petite quantité, cette sève collante et aromatique suffit à étouffer les intrus. Mais lorsque leur nombre se multiplie, la résine ne suffit plus, et l'arbre est perdant. Mais tout n'est pas que destruction. Le scarabée typographe a des alliés. Un champignon lui est associé, l'Ophiostoma polonique. En pénétrant dans l'arbre, le coléoptère transporte des spores qui colonisent les tissus de l'hôte.
Le champignon contribue à détruire les défenses de l'arbre, mais crée également un habitat plus nutritif pour les larves. Ensemble, le coléoptère et le champignon forment un partenariat mortel pour la forêt, mais vital pour l'ensemble du réseau écologique vivant sous l'écorce. Car malgré son impact, l'Ipes typographus n'est pas un intrus. Il fait partie de cet écosystème depuis des siècles. En affaiblissant les arbres mourants, il ouvre la voie à la lumière, à une nouvelle croissance et à la régénération de la forêt. Les pics noirs, comme Dryocopus marcius, ils creusent des galeries dans les troncs infestés à la recherche de larves. Les mammifères insectivores suivent cette piste. Et une fois l'arbre tombé, un autre cycle commence, celui des mousses, des champignons et des lichens. La mort des plantes, comme celle des animaux, a aussi ses charognards. Et ce coléoptère en fait partie. Mais même dans le chaos le plus constant, un moment de calme surgit. Lorsque les ombres de l'hiver enveloppent la forêt et que l'activité semble s'arrêter, la nature se prépare à une pause bien nécessaire. Pendant ce temps, ce minuscule insecte entre dans un état de diapause. Son métabolisme ralentit au minimum et il reste caché à l'intérieur de l'arbre ou sous la litière de feuilles, attendant patiemment. Bien qu'il soit résistant au froid, il ne l'ignore pas et sait quand il est temps de se réveiller. Aux premiers signes de dégel, les premiers signes de chaleur suffisent à réactiver le cycle, ramenant la forêt à la vie. La différence avec ses parents des latitudes africaines ou méditerranéennes est marquée. Dans les Alpes suisses, ce coléoptère a évolué pour résister aux extrêmes, hiver long, été court mais intense, et pression constante de l'altitude, de l'humidité et de la concurrence. Il n'a besoin ni de vitesse ni de force, il a juste besoin de quelque chose de plus subtil, le timing. Car le temps, dans leur monde, n'est pas un obstacle, mais un avantage. Il permet à l'arbre d'émerger au moment où il est le plus vulnérable. Il lui donne l'espace nécessaire pour se reproduire plusieurs fois au cours d'une saison favorable. Et c'est ce qui lui permet de traverser l'hiver sans lassitude, en silence. Pendant que tout gèle, il attend, tandis que d'autres se précipitent, lui s'installent. Et quand le moment arrive, il recommence. Ce rythme lent, presque imperceptible, nourrit une logique différente. Celle-ci repose non pas sur l'impact immédiat, mais sur la cohérence, l'accumulation, l'invisible. Le plus déconcertant dans tout cela, c'est son ampleur. Alors que là-haut, sur les falaises, les aigles chassent avec une précision implacable et que les bouquetins défient la gravité à chaque pas, ici, sous la peau de la forêt, un organisme d'un demi-centimètre de long peut abattre silencieusement un géant de 30 mètres de haut. Pas de fuite, pas de course, pas de violence visible. Juste de la patience. Dans cette région, parfois, ce qui est le plus dévastateur n'est pas ce qui s'introduit, mais ce qui s'installe, ce qui fonctionne de l'intérieur, ce qui ne se voit pas. Ainsi, alors que nous descendons des neiges éternelles des sommets alpins vers l'ombre de la forêt, le spectacle naturel ne disparaît pas, il change simplement d'échelle. Car même ici, là où le soleil effleure à peine le sol et où tout semble immobile, il y a des vies qui écrivent leur histoire dans des tunnels, sculptent le bois avec précision et laissent leur signature sur la colonne vertébrale de la forêt. Le bois tombé, marqué par les sillons des scolites, reste sur le sol comme un témoignage silencieux de la décomposition. Entre branches nues et racines apparentes, la forêt est toujours active, même si la surface paraît différente. Sous ce monde, caché dans des tunnels profonds qui échappent à la vue, une autre créature a perfectionné une vie parallèle. Dans les couches inférieures de la forêt alpine, à la fin de la journée, c'est le tour du blaireau européen. Ce n'est ni un puissant chasseur, ni un grand migrateur. Sa force réside dans sa persévérance, dans sa relation intime et patiente avec la terre. Il construit de vastes terriers, appelés terriers de blaireaux, qui peuvent atteindre plusieurs mètres carrés de superficie, avec des dizaines de mètres de tunnels et de multiples entrées réparties sur tout le terrain. Ces structures complexes comprennent des chambres pour dormir, stocker de la nourriture et éliminer les déchets, et sont souvent habitées par des générations successives. Il existe des systèmes fouillés il y a des années qui sont toujours actifs, en expansion lente, comme si le blaireau refusait d'abandonner complètement le travail de ses ancêtres. Dans le terrain accidenté et accidenté des Alpes suisses, ces tanières de blaireaux ne sont pas seulement un refuge, elles constituent une stratégie de survie. Pour accomplir cette tâche, le blaireau possède un corps compact et musclé, adapté à la vie sous terre.
Ses griffes puissantes creusent efficacement même dans les sols rocailleux ou gelés. Sa tête allongée et étroite lui permet de pénétrer facilement dans ces galeries, tandis qu'une épaisse couche de graisse sous sa peau le protège des nuits froides. Bien qu'il n'hiberne pas à proprement parler, il réduit drastiquement son activité durant l'hiver, se nourrissant des réserves accumulées à l'automne. Lorsque la nuit tombe et que la forêt se fond dans l'ombre, le blaireau émerge. Il se déplace prudemment, reniflant l'air. Son odorat est très développé, le guidant à travers les sous-bois, à la recherche de vers de terre, d'insectes, de racines, de fruits tombés et de petits rongeurs. Contrairement aux grands prédateurs alpins, son régime alimentaire est varié et flexible, ce qui lui permet de résister aux intempéries. Il chasse rarement, mais lorsqu'il le fait, il agit avec une précision et une rapidité inattendues pour sa taille. La forêt alpine, qui pour d'autres animaux est un lieu de passage ou une barrière, s'avère être un environnement familier et mesuré pour cette créature. Il connaît les sentiers, les pentes douces, les zones où le sol est le plus fertile. Il marque son territoire avec des glandes spécialisées qui émettent des phéromones, établissant ainsi les limites invisibles de son territoire. Lorsque cette démarcation ne suffit pas à dissuader les envahisseurs, le blaireau se défend principalement au moyen de signaux d'alerte. Grognements profonds, démonstration de crocs et postures corporelles imposantes. Ces signes sont suffisamment clairs pour éviter les confrontations physiques, car le risque de bagarre pourrait provoquer des blessures qui compromettraient leur survie dans un environnement aussi exigeant. Cependant, la vie souterraine peut imposer des règles différentes de celles de la surface. Là où l'espace et les ressources sont rares, la nécessité de résister l'emporte sur les barrières territoriales. Certains nids de blaireaux, surtout dans ces zones difficiles, sont partagés par des individus qui ne font pas partie du même groupe familial. La coexistence inattendue devient une stratégie, car au-delà de l'isolement, l'architecture souterraine offre quelque chose d'encore plus précieux, la permanence. Dans cet espace partagé, cette permanence n'est pas seulement un refuge physique, c'est une alliance tacite entre étrangers pour résister ensemble aux conditions imposées par la montagne. Dehors, cependant, tout se passe à une autre échelle. Les blaireaux avancent sans laisser de traces, loin des traces des cerfs ou des renards. On ne l'entend pas souvent, il ne s'introduit pas dans les clairières et ne laisse pas de traces de précipitation. Et pourtant, il persiste. Il a appris à se maintenir sans fanfare, esquivant les pics hivernaux, évitant le contact direct avec les loups ou les lynx et comptant sur la nuit comme bouclier. Ses mouvements sont bas, presque imperceptibles. Une silhouette fouille parmi les racines et les feuilles, renifle, traîne entre ses dents un objet trouvé dans le sol. Parfois, il se fige à l'entrée du terrier et attend simplement. Son rituel le plus constant est de revenir. C'est dans ce retour continu, presque méthodique, que le blaireau entretient une relation silencieuse avec le cœur le plus terrestre des Alpes. Là où les prédateurs courent et où les charognards observent d'en haut, il creuse, construit, répare et disparaît sans laisser de traces, comme si toute sa vie consistait à maintenir d'en bas l'équilibre de ce qui se passe à la surface. De ce sol façonné par les terriers et les racines, la vie monte vers les hauteurs. Parmi les branches basses, non loin du territoire du blaireau, une petite silhouette nerveuse se déplace avec détermination. Sa fourrure rougeâtre, vibrante même dans les ombres denses, trahit sa présence un instant avant de disparaître à nouveau parmi les troncs. Cet écureuil roux, l'un des rongeurs les plus emblématiques des forêts alpines, vit à des altitudes allant de 500 à 2000 mètres, où sapins, pins et mélèzes forment un réseau idéal d'abri et de nourriture. Ses pattes, avant robustes et flexibles, agrippent l'écorce avec précision, tandis que sa longue queue dense agit comme un gouvernail, stabilisant chaque saut, tant en hauteur qu'en distance. Ses mouvements sont sans maladresse. Il saute de branche en branche avec l'assurance de quelqu'un qui connaît l'architecture de la forêt sur le bout des doigts. Les oreilles, surmontées d'une touffe dont la longueur varie selon la saison, lui confèrent un profil incomparable. Mais cette forme unique n'est pas seulement esthétique. Elle est conçue pour conserver la chaleur lors des hivers rigoureux et canaliser les ondes sonores avec plus de précision. Les muscles auriculaires entourant le pavillon fonctionnent de manière indépendante, tournant vers le moindre son, vous permettant de trianguler efficacement l'emplacement d'un danger potentiel.
Leur ouïe est fine et précise, complétée par une excellente vision pour détecter les contrastes et les mouvements subtils entre les bonnets. Son régime alimentaire est étroitement lié à la végétation alpine. Il consomme des pignons de pin sylvestre, des graines de mélèze, des fruits de hêtre, des noisettes, des baies, des champignons et même de l'écorce de jeunes branches en cas de pénurie. En automne, l'écureuil roux augmente son activité et passe une grande partie de la journée à collecter et à enterrer des provisions dans de multiples cachettes dispersées. La stratégie de stockage fragmenté minimise le risque de perdre l'ensemble de leurs moyens de subsistance au profit d'un pillard et, en même temps, elle joue un rôle écologique essentiel, car de nombreuses graines non récupérées germent au printemps, transformant ce petit habitant de la forêt en l'un des principaux agents de la régénération forestière à ces altitudes. Cette capacité à se préparer à l'hiver est complétée par la construction méticuleuse de leurs abris, adaptés aux rudes conditions alpines. Leurs nids, situés dans des cavités naturelles ou dans des nids abandonnés, sont des structures fermées, sphériques et compactes. Là, de la mousse, des herbes sèches, des plumes et de l'écorce s'accumulent pour maintenir une température stable à l'intérieur. Bien qu'ils n'hibernent pas pendant les mois les plus froids de l'hiver alpin, qui s'étendent généralement de fin novembre à début mars, il réduit considérablement son activité, restant dans le nid la plupart du temps et n'en sortant que brièvement pour se nourrir. Avec l'arrivée de la saison de reproduction, leur routine change radicalement. Le cycle de vie de ce rongeur agile se reflète dans des changements comportementaux évidents pendant la saison des amours. Leur comportement devient plus agité, ils émettent des vocalisations sèches et aiguës et se livrent à de brèves et chaotiques poursuites à travers les branches. Ces chasses jouent un rôle crucial dans la sélection sexuelle. Elles permettent aux mâles de faire preuve d'agilité et d'habileté, des attributs que les femelles évaluent comme des indicateurs de bonne santé et de capacité génétique. Par des signaux vocaux et posturaux, les femelles communiquent leur réceptivité et sélectionnent les mâles qui dominent leur territoire et font preuve de force, augmentant ainsi les chances de survie de leur progéniture. Ce processus contribue également à établir des hiérarchies et à éviter les confrontations violentes, tout en synchronisant les états hormonaux nécessaires à l'accouplement. L'accouplement a lieu au milieu de l'hiver ou au début du printemps, et après une période de gestation d'environ 6 semaines, les jeunes naissent dans des nids cachés et bien isolés construits dans des cavités d'arbres. La mère reste avec eux pendant les premières semaines, leur procurant chaleur et protection constante. Les petits naissent aveugles et nus, complètement dépendants, et c'est durant cette période d'immobilité maternelle que leurs sens commencent à se développer et que commence à se former l'épaisse fourrure qui les aidera à maintenir leur température corporelle lorsque viendra le moment de quitter l'abri. Au fil des jours, non seulement leur corps devient plus fort, mais ils perfectionnent également les compétences qui leur permettront de vivre leur vie d'adulte. L'écureuil roux possède un développement cognitif remarquable, notamment pour les défis d'un environnement aussi exigeant que celui des forêts alpines. Sa mémoire spatiale est étonnante. Il peut se souvenir de dizaines de caches de nourriture pendant plusieurs mois, même sous la neige. L'hippocampe, la région du cerveau liée à l'orientation et à la navigation, est plus développée que chez les espèces terrestres apparentées, reflétant une adaptation cérébrale spécialisée. En substance, leur système nerveux est adapté à une vie en altitude, à la prise de décisions immédiates, au calcul des voies d'évacuation en fonction de la géométrie de la forêt. Cet ensemble de capacités va au-delà de la vitesse ou de la force physique. Il définit un mode de vie basé sur l'anticipation et une vigilance constante. L'écureuil roux a perfectionné cette vigilance pour en faire une forme de survie. Il reconnaît les sons de son environnement, mémorise la disposition de chaque branche de son territoire et détecte les subtils changements de comportement des autres espèces. Le silence soudain des oiseaux, le craquement d'une branche dans un endroit inattendu ou le vent changeant qui transporte des odeurs inconnues peuvent être des signes avant-coureurs. Il ne s'agit pas de simples sensations passagères, mais plutôt de signaux que l'écureuil affiche constamment et auxquels il répond, intégrant chaque signal dans le réseau complexe de sa vigilance quotidienne. Au sol, où il perd un peu de son contrôle habituel, sa démarche devient prudente, étendue. Son corps reste collé au sol tandis que ses yeux scrutent l'horizon par de rapides éclairs. Soudain, tout se fige. Il n'y avait plus aucun bruit, c'était une absence. Les oiseaux ont cessé de chanter.
Depuis les sous-bois, un jeune loup la fixe, immobile, observant et attendant. L'écureuil reste également immobile. Pendant une seconde, le temps semble s'être arrêté, puis il réagit avec précision. En moins d'un battement de cœur, il s'élève jusqu'à la partie la plus dense du feuillage. La poursuite est interrompue. Le loup reste au sol, reniflant, cherchant, mais ne trouve rien. Seul le silence laissé par l'écureuil qui s'est enfui dans les airs. D'en haut, elle reste immobile et silencieuse. Son corps, toujours tendu, reste en alerte jusqu'à ce que le prédateur s'éloigne. Ce n'est qu'alors qu'il se déplace à nouveau, disparaissant parmi les branches. Dans les Alpes suisses, l'écureuil roux survit non pas grâce à sa force ou à sa taille, mais parce qu'il a fait de la forêt son territoire et son refuge. Dans cette architecture verticale, trouver un rival est une tâche difficile. Le loup avance prudemment, conscient que chaque pas peut faire la différence. Bien que sa proie lui ait échappé cette fois, son instinct reste intact, affinant chaque expérience pour la prochaine occasion. Ce n'était pas une véritable proie, mais une répétition, une tentative instinctive de canaliser l'énergie. Toujours respirant lourdement, il commence à marcher vers l'endroit où son groupe l'attend. Ses pas s'enfoncent doucement entre les feuilles sèches et la neige légère, et lorsqu'il émerge d'entre les arbres, il ne passe pas inaperçu. Bien que leur entrée se soit faite silencieusement, les autres l'ont déjà remarqué. Un jeune loup penche la tête et un autre s'approche lentement. Soudain, ils se mettent tous à remuer la queue, signe évident d'harmonie et de reconnaissance. Les retrouvailles, simples et presque rituelles, se déroulent au milieu des odeurs, du décor et de la reconnaissance mutuelle. Nul besoin de mots ni de sons, ils savent qu'ils font partie de la même meute. Cette reconnaissance silencieuse n'est ni fortuite ni superficielle. Derrière l'image féroce, souvent attribuée au loup, se cache une structure sociale complexe, façonnée par la confiance, le lien et une forme particulière de loyauté. La meute n'est pas un groupe aléatoire de chasseurs, c'est une unité organisée, où chaque individu connaît sa place et entretient une relation spécifique avec les autres. Le loup, nouvellement arrivé, s'approche d'un de ses congénères et lui lèche le museau. Un autre le caresse de sa tête. Il ne s'agit pas d'une affection gratuite, c'est une chorégraphie ancestrale de reconnaissance et d'appartenance. Ces interactions quotidiennes construisent le cadre émotionnel de la meute. Ils se toilettent mutuellement non seulement pour rester propres, mais aussi pour renforcer leurs liens. Leur odorat leur permet de détecter des changements subtils dans l'état émotionnel des autres, et cette sensibilité est essentielle à leur fonctionnement en groupe. Il n'y a pas de place pour le désengagement. Une meute désorganisée ne chasse pas, et si elle ne chasse pas, elle ne survit pas. Ce cadre social repose toutefois sur une structure hiérarchique définie. Bien que l'image traditionnelle du loup alpha ait été mal interprétée et trop simplifiée, la vérité est qu'il existe des différences de statut entre les individus, et ces différences deviennent visibles à des moments précis. La hiérarchie ne se maintient pas par l'abus de pouvoir, mais par l'expérience, l'initiative et la capacité d'unir le groupe. Le leadership n'est ni permanent ni immuable, mais il est respecté. Parfois, lorsque la proie est plus petite ou que l'effort est supérieur à la récompense, le partage ne se fait pas en silence. Les hiérarchies deviennent visibles, brutes, comme des marques qui traversent chaque geste. L'un des loups a attrapé une proie, mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Il le traîne à travers les arbres, la tête haute et le corps tendu, faisant clairement comprendre que la nourriture lui appartient. Il s'arrête, respire lourdement et commence à grignoter la viande. Mais il n'est pas seul. Autour de lui, d'autres membres du groupe l'observent, attendant un signal. L'un d'eux s'approche trop vite, le premier ne le permet pas. Un grognement profond et soutenu traverse l'air alors qu'il montre les dents sans détourner le regard. L'autre s'arrête, hésite. Il fait une dernière tentative. Puis, sans violence excessive, vient la correction, une morsure sèche au museau. Pas d'histoire, juste de l'ordre. Le loup subordonné s'accroupit, baissa la tête et ramena ses oreilles en arrière. Puis il se coucha, le dos exposé. Ce n'est pas seulement une position, c'est un langage. Il affirme ne pas représenter une menace, reconnaître sa place. Et cela, en meute, suffit à éviter la confrontation. Ce comportement n'est pas le signe d'un conflit permanent. Il s'agit plutôt d'un mécanisme d'équilibre raffiné. Les loups ont besoin de limites internes pour fonctionner collectivement. Et tout comme ils peuvent manifester leur affection,
Ils doivent aussi préciser clairement ce qui n'est pas autorisé. Réguler ces tensions renforce la cohésion. Chacun comprend sa place et l'accepte non pas comme une punition, mais comme un élément d'une structure efficace. Tout au long de la journée, lorsqu'ils ne chassent pas, les loups se déplacent en groupe, se reposent ensemble et s'alertent mutuellement de toute perturbation. Ils ne dorment pas complètement profondément. Leurs sens restent actifs, alternant entre vigilance et repos. Durant ces interludes, les comportements sociaux réapparaissent. Un loup s'approche d'un autre, le pousse doucement du museau, l'incitant à jouer ou à entrer en contact. La pause est aussi un moment pour renforcer l'unité, et les plus jeunes apprennent en observant. Ils imitent non seulement les mouvements de chasse ou de traque, mais aussi les gestes sociaux. Comment approcher, demander de la nourriture, s'excuser après une infraction. Les règles ne sont pas écrites, mais elles sont transmises avec une précision surprenante. Cet apprentissage social précoce est essentiel à la réussite à long terme de la meute. Un jeune loup qui ne s'adapte pas, qui ne comprend pas la dynamique interne, finira par être déplacé ou rejeté. Et pourtant, malgré cette rigidité hiérarchique, la meute est, fondamentalement, une communauté qui fonctionne grâce à l'affection et à la collaboration. Il ne s'agit pas seulement de chasser ensemble, mais de vivre ensemble. Lorsqu'un membre est blessé, les autres adaptent leur rythme. Lorsqu'il y a des chiots, les adultes, même ceux qui ne sont pas leurs parents immédiats, participent à leurs soins, les protègent et les nourrissent. Ce sens du collectif va au-delà de l'efficacité. Il est l'expression d'une vie sociale avancée, où la violence est un outil de survie, mais jamais un substitut à la connexion. Le loup, qui n'a pas réussi à attraper l'écureuil, maintenant couché parmi les siens, semble avoir oublié cet incident gênant. L'un des plus jeunes s'allonge à côté de lui et lui mord doucement l'oreille, dans un jeu sans tension. Toute la meute se prépare à bouger, mais il n'y a pas encore d'urgence. Le prochain mouvement sera collectif, décidé sans parole, lorsque tout le monde sera prêt. Un brouillard bas recouvre la forêt alpine. L'humidité s'accumule sur les troncs, les pierres et la mousse qui recouvrent les racines exposées. Il n'y a pas de vent. L'air est immobile, dense. Le murmure d'un ruisseau lointain, filtré à travers les fourrés, est à peine audible. Tout en haut d'un sapin, au milieu de l'écorce craquelée, un hibou grand-duc reste immobile. Sa silhouette se fond dans le tronc. Ses plumes épaisses et tachetées reproduisent le motif du bois vieilli. Seuls ses yeux brisent le camouflage, deux sphères oranges, fixes, éclairées dans l'obscurité. Il ne cligne pas des yeux, il ne tremble pas. Il observe simplement en silence, d'une hauteur qui domine tout le terrain. En contrebas, parmi l'enchevêtrement de troncs tombés, quelque chose approche. Un corps agile, à la démarche furtive, s'avance à pas de loup à travers les interstices de la mousse et des fougères. L'épaisse fourrure de la martre d'Europe scintille faiblement au clair de lune filtrant à travers la canopée. Aucun bruit ne se fait entendre sous ses pattes. Ses sens sont en éveil. Elle sent le sang. Sur le sol, à moitié caché parmi les racines, gît un écureuil roux mort. Ses pattes tremblent encore sous l'inertie de son dernier spasme. La chouette l'a tué il y a quelques instants. Elle n'a pas eu le temps de le dévorer. Maintenant, il observe d'en haut, évaluant la situation. La martre s'approche, attirée par l'odeur. Elle n'a pas détecté la chouette. Elle ne le peut pas. Le camouflage de l'oiseau est parfait. Malgré son immobilité, ses yeux ne manquent pas le moindre mouvement. Leur vision nocturne est exquise. Ils distinguent des formes, des textures et des mouvements invisibles pour les autres animaux. Ses pupilles, dilatées au maximum, captent chaque photon qui traverse le brouillard. Il n'a pas besoin de tourner la tête pour voir sa proie. Il l'observe depuis son apparition. Et puis, quelque chose change sur son visage. Il fronce les sourcils. Ses disques faciaux se tendent, changeant de forme. Chez le hibou grand-duc, cette contraction amplifie non seulement les sons, elle fonctionne également comme un signal de menace. Un message visuel que, dans ce cas, personne ne voit. Seulement lui, la martre, atteint sa proie. Elle est tombée dans le piège. En un instant, le hibou tombe de sa branche sans émettre un seul bruit. Les serres du hibou, suffisamment puissantes pour fracturer le crâne d'un renard, frappent le dos de la martre avec une force brutale. Un cri aigu brise le silence. Le petit corps frémit. La martre tourne, tente de mordre, se tortille. Mais la chouette est déjà sur elle.
Il ouvre ses ailes juste assez pour couvrir l'oiseau. Il l'enferme sous son corps. Il tourne la tête. Son bec recourbé cherche le cou de l'intrus. Le rapace commence à la déchiqueter avec son bec. Il arrache des fragments de chair et de fourrure. Il n'y a aucune pitié. Seul l'instinct guide chaque mouvement. Le silence retombe dans la forêt profonde. Au sol, la mousse sombre est tachée de taches fraîches, tandis que le seul bruit est le craquement sec des os, sous le bec recourbé. Sur une colline, à quelques kilomètres de là, résonne un hurlement long et profond. Un écho obsédant, un appel lointain qui évoque la présence d'un troupeau lointain. En entendant ce son si caractéristique, la chouette tourne immédiatement la tête, attentive à toute menace. La martre se cache toujours sous ses griffes, mais l'instinct de protection l'emporte sur la faim. D'une légère poussée, il ouvre ses ailes, s'élève silencieusement et atterrit sur une branche plus haute, où le feuillage le recouvre entièrement. Ci-dessous, quelques minutes plus tard, les loups apparaissent. Ils reniflent les lieux, font de petits cercles, inspectent chaque recoin. Mais les proies au sol ne les attirent plus, trop peu pour justifier l'effort de rester. Il n'y a pas de dispute. Ne rencontrant ni résistance ni butin, la meute repart aussi discrètement qu'elle est arrivée. Ce n'est qu'alors, lorsque l'écho des pas s'estompe parmi les troncs, que la chouette redescend. Il revient au même endroit, se positionne sur la proie et reprend la tâche avec une précision chirurgicale. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune interruption. La forêt entière semble s'ouvrir à sa présence. Et même si d'autres le traquent ou l'interrompent parfois, il revient toujours. Car dans la nuit alpine, quand les autres se retirent, le hibou grand-duc règne toujours. Alors que le soleil apparaît derrière les sommets, depuis une corniche abrupte, la meute de loups observe la vallée. Ils ont passé la nuit entière à se déplacer à travers les collines et les étendues de forêts denses. Ils ont réussi à chasser, mais pas suffisamment. La faim est toujours présente. Depuis une corniche escarpée, les loups s'arrêtent pour observer. En contrebas, un groupe de chevreuils avance tranquillement, fouillant l'herbe et les branches tendres. Ils ne lèvent pas les yeux. Ils n'entendent rien. Mais ils sont déjà marqués. Un changement presque imperceptible se produit au sein du groupe. Le mâle dominant se lève et commence à descendre, lentement, mais avec précision. Les autres suivent, se déployant de chaque côté avec des mouvements bas et attentifs. Il n'y a ni vocalisation ni signaux explicites. La compréhension est silencieuse, acquise au fil de nombreux hivers. Certains adultes empruntent le flanc droit, contournant les arbres bas, tandis que d'autres tournent vers l'ouest, se positionnant là où le terrain forme une pente raide. L'intention n'est pas d'atteindre immédiatement, mais de diviser. Au pied d'une clairière couverte de buissons, un loup plus jeune et plus impulsif brise le silence. Son apparition soudaine suffit à semer la panique parmi les chevreuils. Le groupe éclate dans toutes les directions, mais la pente et la disposition des prédateurs les poussent vers le col du piège. L'un d'eux, plus corpulent et lent à réagir, se sépare involontairement. Il court vers le haut de la colline où l'attend l'embuscade. L'animal tente de changer de direction, mais le sol meuble le trahit. Il glisse à peine, et c'est suffisant. La première morsure transperce le tendon de sa patte arrière. Il trébuche. Un autre loup bondit sur lui et l'attrape par le cou. Il tombe parmi les branches cassées et la terre remuée. L'attaque est rapide et implacable. Il n'y a pas de pause. Le reste de la meute s'approche du corps immobile avec un naturel absolu, comme si chacun savait exactement quel rôle jouer. L'efficacité n'est pas le fruit d'une frénésie, mais d'une structure. Chaque individu connaît très bien la stratégie à suivre. Le mâle dominant est le premier à enfoncer ses défenses. Il ne s'impose pas par la force, mais personne ne s'approche avant qu'il n'ait déchiré le flanc. Puis les adultes prennent place l'un après l'autre pour s'attaquer à la viande chaude. Pas de heurts ni de grognements. La hiérarchie est établie et la faim est maîtrisée. Les plus jeunes, relégués sur les bords, s'arrachent des petits morceaux des jambes. Une femelle, mère de plusieurs petits de la saison précédente, recule de quelques pas, un morceau entre les dents. Elle l'enterre à proximité, en réserve pour plus tard. Un autre adulte, avec une fourrure plus claire, détourne la tête un instant et renifle le vent, attentif à d'éventuels charognards qui pourraient se cacher. Mais il n'y a pas de concurrence à proximité. Pour le moment, la vallée leur appartient. En moins d'une heure, le corps a perdu sa forme originelle. L'essentiel a été dévoré et il ne reste que la peau, les os longs et une cage thoracique dénudée qui attireront bientôt les vautours.
Satisfait, le troupeau a quitté la zone et se dirige maintenant lentement vers une rangée de pins plus hauts où le sol humide leur offre fraîcheur et ombre. Ils ne traînent rien, ne se retournent pas. Ils s'installent parmi les pierres couvertes de lichen et s'allongent côte à côte, comme si le jour venait de commencer. La violence qui vient de se produire ne laisse aucune trace dans leurs gestes. Seule l'odeur du sang encore présente entre leurs museaux nous rappelle ce qui s'est passé. Le repos arrive vite, mais il n'est pas complet. 2 adultes restent debout, regardant vers la forêt. Un troisième s'allonge, mais garde les oreilles tournées vers les sons de l'environnement. Alors que le soleil commence à se pencher vers l'ouest et que les ombres s'allongent, l'un des adultes s'assoit et pousse un long et profond hurlement. Ce n'est pas un signal d'alarme ni un avertissement. C'est une affirmation de présence. D'autres parties de la forêt, où l'écho rebondit entre les montagnes, certaines réponses arrivent lointaines, brèves, comme des notes isolées. Toute la meute se joint à l'appel, chaque voix ayant son propre ton, son propre rythme et son propre volume. C'est un chant choral ancien qui renforce la cohésion entre ses membres et déclare, sans violence, que cette vallée a déjà été revendiquée. Les plus jeunes louveteaux observent attentivement le rituel, et certains osent même l'imiter par de brefs hurlements, encore maladroits. Leur appel n'exprime aucune urgence, mais une certaine fermeté. La chasse a été fructueuse, la meute est intacte, le territoire leur appartient toujours. Pour l'instant, mais dans les Alpes suisses, la vie ne s'arrête pas avec eux. Dans le silence profond des bois, où la neige adoucit chaque son et les ombres s'épaississent, un autre chasseur solitaire se déplace avec furtivité et précision. Le lynx boréal, le seul félin qui habite cette région, parcourt le territoire qui lui appartient naturellement. Leur présence n'est pas un vestige, mais la preuve vivante d'un rétablissement complet, planifié et efficace. Il a été exterminé en Suisse à la fin du XIXe siècle, victime d'une chasse indiscriminée, de l'effondrement des écosystèmes forestiers et de l'empiètement humain. Mais dans les années 1970, une série de réintroductions soigneusement contrôlées a permis son retour. Aujourd'hui, il s'est fermement établi dans 2 régions clés, les Alpes du Nord-Ouest et le Jura. Dans ces 2 régions, il a reconstruit sa domination avec une efficacité qui dépasse le cadre d'une adaptation précise à la montagne. Le corps du lynx est conçu pour s'adapter précisément à l'environnement montagnard. Sa fourrure change d'épaisseur et de couleur au fil des saisons, devenant plus épaisse et plus pâle en hiver pour se camoufler dans la neige et conserver la chaleur. Ses larges pattes coussinées agissent comme des raquettes naturelles, répartissant son poids sur la neige molle, lui permettant d'avancer sans s'enfoncer ni faire de bruit. Ses muscles puissants sont comprimés dans un corps compact d'un peu plus d'1 mètre de long, avec une queue courte qui prévient les pertes de chaleur et ne gêne pas ses déplacements entre les rochers, les branches et les pentes. Mais c'est sur leur tête que se concentrent certaines de leurs armes les plus sophistiquées. Leurs oreilles se terminent par une touffe noire caractéristique, composée de poils raides qui, au-delà de leur apparence distinctive, remplissent une fonction sensorielle. Chaque oreille possède plus de 20 muscles indépendants, leur permettant de bouger séparément, de détecter avec précision la direction des sons et d'ajuster leur orientation comme des antennes sensibles. Cette capacité auditive lui permet de détecter des proies se déplaçant parmi les feuilles ou sous la neige, même sans les voir. Sa gamme de fréquences audibles comprend des fréquences inaudibles pour les autres espèces, et sa capacité à isoler les sons dans les environnements bruyants, en fait, l'un des prédateurs les plus efficaces de l'hémisphère nord. Leurs yeux ambrés ternes s'adaptent à l'obscurité de l'aube et du crépuscule lorsque la forêt commence à s'éveiller et que les proies de taille moyenne deviennent plus actives. La pupille verticale contrôle précisément l'entrée de la lumière, vous permettant de conserver une vision nette et précise dans des conditions difficiles. C'est cette capacité à mesurer précisément les distances qui permet un saut précis, un saut qui détermine votre réussite ou votre échec. Les dents ne sont pas volumineuses, mais elles sont acérées et efficaces. De longues canines percent facilement le cou de la victime, et les molaires sont conçus pour déchirer la chair avec une efficacité silencieuse et rapide. Les griffes, cachées au repos, se révèlent être aussi courbées que fermes, des outils polyvalents qui saisissent fermement à la fois les proies et la verticalité des arbres et des rochers, des scénarios où ils se déplacent avec autant d'habileté et de furtivité. Le lynx ne poursuit pas.
Il ne trotte pas pendant des heures. Il ne harcèle pas. Il s'approche lentement, détecte les mouvements, mémorise les itinéraires de recherche de nourriture et apprend le rythme de ses proies. Il lui faut peut-être des jours pour trouver le bon moment, mais lorsqu'il y parvient, il agit avec une violence soudaine. Il n'improvise pas, il calcule et exécute. La lumière de l'aube filtre ses premiers rayons à travers les branches de la forêt, teintant la neige d'un blanc pâle et froid. L'air est pur et vif, tandis que le sol blanchâtre étouffe les pas et adoucit les sons. Un jeune chevreuil avance prudemment, enfonçant doucement ses pattes dans la neige fraîche. Il bouge lentement la tête, reniflant l'air, à l'affût du moindre signe. Il s'arrête, tend le cou pour regarder en arrière, sans remarquer la silhouette cachée parmi les arbres. Le lynx reste immobile. Chaque muscle sous son épaisse fourrure conserve une tension latente et contenue. Ses oreilles, dressées, effectuent des mouvements presque imperceptibles, s'adaptant précisément aux sons environnants. Il ne quitte pas le chevreuil des yeux. Il l'observe, le toise et attend. La cible se retourne à nouveau, alertée par un léger craquement dans la neige. Elle scrute la forêt en silence, mais ne distingue rien parmi les troncs immobiles. Après quelques secondes, il baisse sa garde et reprend sa marche, donnant le retour au danger. C'est alors que le lynx entame son approche, lente et mesurée, d'un pas si doux qu'il ne perturbe pas la neige. Chaque mouvement est un calcul, une manœuvre précise pour réduire la distance sans être détecté. Lorsque la distance ne lui permet plus d'attendre, le lynx s'immobilise un instant. Son corps tout entier se tend, concentré sur une seule impulsion. Puis, sans avertissement ni bruit préalable, il s'élance. La charge est nette et brutale. Les griffes frappent d'abord, s'enfonçant avec précision. Les crocs s'attaquent ensuite au cou avec la violence d'un acte 1000 fois répété. La victime parvient à peine à frissonner avant de s'effondrer sous le poids de l'agresseur. La forêt ne réagit pas. Pas de rugissement, pas d'avertissement, pas d'échappatoire. Seul le silence demeure, intact, et un prédateur immobile qui, par instinct et nécessité, vient de remplir sa fonction dans l'équilibre de ces montagnes. S'étendant sur plus de 200 km, les Alpes suisses sont l'une des chaînes de montagnes les plus anciennes et les plus emblématiques d'Europe. Ces formations, dont les sommets dépassent les 4000 mètres de hauteur altitude, ont été sculptées par le temps, mais surtout par la glace. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, ce territoire était presque entièrement recouvert par une vaste masse de glace. Des glaciers millénaires ont parcouru les vallées, érodant la roche, creusant des gorges et définissant de manière nette les lignes qui façonnent aujourd'hui cette magnifique chaîne de montagnes. C'est cette couche de glace persistante et dévastatrice qui a façonné ces pentes, sculpté ces cols de montagne et formé les lacs glaciaires qui se dispersent encore comme des miroirs parmi les rochers. Lorsque la glace a commencé à reculer, elle l'a fait lentement, libérant le sol petit à petit. Mais ce processus n'a pas laissé un vide silencieux. Il a ouvert la voie à un monde en constante transformation, où chaque goutte qui tombait annonçait la vie à venir. Là où régnait autrefois un calme glacial, une extraordinaire variété d'environnements a commencé à se déployer. Les glaciers, bien que réduits, sont toujours présents, mais coexistent désormais avec des forêts subalpines, des prairies, des pentes rocheuses et abruptes, et une toundra de haute altitude. Cette transition a marqué le début d'un processus de recolonisation par la faune. Aujourd'hui, les Alpes suisses abritent plus de 30 000 espèces animales, dont beaucoup sont extraordinairement adaptées aux exigences de cet environnement vertical et rude. Sur les falaises les plus abruptes, le bouquetin des Alpes s'élève avec une confiance qui frise l'impossible. Leurs sabots fendus et rembourrés agissent comme des pinces sur le rocher, et leur sens de l'équilibre a été perfectionné par des générations d'individus qui ne pouvaient pas se permettre d'échouer. Ci-dessous, le renard roux se faufile à travers les buissons, profitant des ombres avec une furtivité héritée. Les marmottes, quant à elles, creusent des terriers dans un sol compact et survivent des mois sous la neige grâce à des cycles d'hibernation précis et bien réglés. Dans les airs, les rapaces adaptent leur vol aux courants turbulents qui remontent les pentes. Et dans le silence de la nuit, le hibou observe patiemment, adapté à l'obscurité et au froid, gardien silencieux de ces hauteurs implacables. Ces cas, parmi tant d'autres, révèlent un schéma profond. Dans les Alpes,
La survie ne se fait pas en s'adaptant au climat ou au terrain, mais en s'adaptant aux deux en même temps. Chaque espèce présente sur ces terres a trouvé sa propre façon de perdurer. Qu'il vole, rampe, grimpe ou traque, chaque animal a façonné son corps, son comportement et sa physiologie pour s'adapter avec une précision millimétrique à un système qui récompense l'efficacité et rejette l'immobilité. L'évolution ici n'a pas été un luxe ou une expérience, elle a été une exigence. Et c'est précisément ce qui fait des Alpes suisses bien plus qu'un simple décor époustouflant. Ils constituent une capsule d'adaptation, un théâtre naturel où la vie a démontré à maintes reprises que même dans les environnements les plus complexes, les plus rudes et les plus froids, elle peut non seulement survivre, mais trouver de nouvelles façons d'exister. La glace a sculpté les montagnes, mais c'est la vie qui a osé les habiter.